Eh bien, on va commencer, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors, nous pensions dans un premier temps qu'il serait nécessaire de repositionner, enfin utile en tout cas de repositionner certaines notions de droit public. Vous entendez ? Voilà. Ces notions, et particulièrement donc la domanialité publique et la domanialité privée, puisque en fonction des actes que vous allez passer, si nous ne sommes pas dans le bon domaine, eh bien évidemment, ça pourra affecter la validité des actes passés. Alors, nous allons commencer par redéfinir la notion de domanialité publique, sachant qu'à la base, la définition était juste jurisprudentielle. Il n'y avait aucune définition légale. Depuis l'ordonnance du 21 avril 2006, avec l'entrée du Code général de la propriété et des personnes publiques, le CG3P, eh bien, la définition est devenue légale. Elle a inséré donc un article L 2111-1 du CG3P qui définit justement la notion de domaine public. Je vous lis cet article-là, qui dispose que sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionné à l'article L.1, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et les établissements publics, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Rappelons en deux mots la notion juste de service public. Le service public se définit par trois notions. La première, c'est qu'il doit y avoir une activité d'intérêt général, c'est-à-dire une activité nécessaire à la population. Deuxième notion indispensable à la notion de service public, il faut qu'il y ait des prérogatives de puissance publique qui soient exercées, c'est-à-dire par la technique notamment de l'acte unilatéral. Et enfin, il faut un rattachement à une collectivité publique, c'est-à-dire que la prestation doit être contrôlée par un élu. À cet article s'ajoute également l'article L 2111-2 qui précise que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Cette définition légale du domaine public immobilier est accompagnée également de définitions propres au domaine public spécifique, c'est-à-dire domaine maritime, fluvial, routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien. On s'en tiendra aujourd'hui simplement à la notion du domaine public immobilier. Alors, quelle est la consistance du domaine public ? Elle se retrouve au travers de trois théories. Alors, je suis désolée, on va faire un petit peu de théorie, mais c'est nécessaire pour comprendre les choses. Dans la mesure où on se retrouvera face à ces trois théories, on sera dans le domaine public. La première théorie, c'est la domanialité publique virtuelle. C'est-à-dire que la jurisprudence a étendu le domaine de la domanialité publique au-delà de ses limites initiales. On parle de domanialité publique par anticipation, c'est-à-dire que le seul fait de prévoir de façon certaine que l'affectation, par exemple, d'un terrain à un service public fait que ce terrain est soumis dès ce moment au principe de la domanialité publique. Alors se pose la question de savoir à partir de quand doit-on considérer que l'affectation future est prévue de façon certaine. Est-ce dès la délibération ? Est-ce dès que les travaux ont commencé ou s'ils sont terminés ? Le législateur est intervenu et a défini la notion d'affectation certaine par la notion d'aménagement. C'est-à-dire que pour que le bien appartienne au domaine public, il faut qu'un aménagement soit effectué. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit terminé pour autant. Il suffit juste qu'il soit en cours. La deuxième théorie qui nous définit la domanialité publique est celle qui est par accessoire. C'est-à-dire que l'article L 2111-2 du CG3P consacre en fait légalement cette théorie selon laquelle la domanialité publique s'étend à ses dépendances, c'est-à-dire tous les éléments qui présentent une utilité pour la dépendance auquel ils se rattachent appartiennent au domaine public de cette dépendance. Deux critères doivent coexister. Premier critère, il faut une indissociabilité physique. Par exemple, une colonne d'affichage sur un trottoir. Voilà, ça rend forcément le bien public. Et enfin, une utilité du bien accessoire pour le bien principal. Par exemple, tous les bâtiments accessoires à la gare, au port, etc. Troisième théorie, c'est la domanialité publique globale.
Elle consiste en fait à étendre horizontalement ou verticalement le domaine public à des immeubles qui n'en présentent pas les caractéristiques. C'est-à-dire c'est justifié en fait par l'indivisibilité physique des immeubles. Cette théorie s'applique principalement aux terrains situés dans le périmètre des ports, des aérogares, gares, aéroports, dès lors qu'ils présentent une utilité bien sûr pour l'activité exercée sur le domaine public. Elle s'applique également aux locaux situés dans des immeubles dits complexes. C'est-à-dire que si les locaux sont physiquement indivisibles du reste de l'immeuble, qui lui a fait l'objet d'aménagements indispensables parce qu'il est affecté à un service public, dans ces cas-là, ces locaux accessoires appartiendront au domaine public. Si ces locaux sont divisibles du reste de l'immeuble et ne présentent aucun lien fonctionnel faisant d'eux des accessoires de l'immeuble, dans ces cas-là, ils appartiennent au domaine privé. C'est par exemple le cas des logements de fonction. Voilà. Alors, voilà les trois théories qui nous permettent de définir la notion de domaine public, sachant que je vous rappelle les grands principes du domaine public, qui sont que les biens du domaine public sont inaliénables, ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se prévaloir d'une prescription trentenaire à leur égard, ils sont insaisissables, et enfin, le régime des baux commerciaux ne leur sont pas applicables, du moins pour tous ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 20 juin 2014, qui, par cette loi, a fini par consacrer le principe qu'un fonds de commerce pouvait être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre à ce fonds. Alors là se pose tout un tas de questions sur la notion de clientèle propre parce que c'est une notion qui est vraiment attachée aux commerçants et là il y a toute une jurisprudence assez importante là-dessus sur cette notion de clientèle attachée aux commerçants. Je ne vais pas rentrer dans les débats, ce n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui. Voilà, donc on a vu la consistance du domaine public. Voyons celle maintenant du domaine privé. Relève en fait du domaine privé tout simplement tout ce qui ne relève pas du domaine public. Le code, le CG3P a défini sous l'article L 2211-1 la notion de domaine privé. Je vous lis cet article-là. Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques, mentionnés à l'article L.1, qui ne relèvent pas du domaine public par anticipation des dispositions du titre 1er du livre 1er. Il en va notamment ainsi des réserves foncières, des biens immobiliers à usage de bureau, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. Donc la définition est très simple et on retrouve toujours cette notion d'indivisibilité. Donc si le bien est indivisible, on est dans le domaine public, s'il est divisible, on est dans le domaine privé. Alors, que se passe-t-il maintenant si la commune veut vendre un bien dépendant du domaine public ? Alors, on a vu, en vertu du principe d'inaliénabilité, que normalement la vente d'un bien public est impossible. Toutefois, donc, si on veut tout de même parvenir à cette vente, eh bien, il y a deux conditions préalablement à remplir, impérativement, à peine de nullité des actes. La première, il faut désaffecter le bien, c'est-à-dire faire un acte déclaratif dans lequel on constate que le bien n'est plus affecté à l'usage qui était initialement prévu. Donc c'est un acte déclaratif, mais il faut également qu'il y ait une désaffectation matérielle du bien, c'est-à-dire qu'il faut enlever tous les aménagements qui avaient été prévus. J'ai eu par exemple à connaître d'un cas où une commune voulait vendre un terrain à un particulier. On avait les délibérations, des affectations, les classements, etc. Et en regardant tout simplement sur Google Maps, on s'est rendu compte qu'il existait... Alors oui, alors le terrain était initialement à l'usage d'un terrain de foot. Et sur Google Maps, on s'est rendu compte qu'il y avait des cages de foot qui étaient toujours présentes sur le terrain. Donc matériellement, le bien n'était pas désaffecté. Donc il a fallu tout stopper, relancer tout ce qu'il fallait pour arriver au final à pouvoir évidemment constater que cette désaffectation avait bien eu lieu. Donc désaffectation en premier et ensuite le déclassement de ce bien qui a lieu par délibération votée en conseil municipal, sachant qu'évidemment la délibération doit être rendue exécutoire, passer au contrôle de la liquidité auprès du préfet et faire l'objet de publicité comme vous le savez. Voilà. Cet ordre des procédures est impérativement à respecter. Il y a toutefois des exceptions, on va le voir, mais voilà, on ne peut déclasser sans avoir désaffecté un bien. Petit rappel, si une collectivité locale vend un bien qui lui appartient et sur lequel il existe une église, parce que ça arrive également, il suffit de voir à quelle date a été construite l'église. Si elle a été construite avant 1905, elle appartient au domaine public. La désaffectation est donc obligatoire. Si en revanche l'église a été construite après 1905,
elle n'a pas pu faire l'objet d'un financement public et de ce fait, elle ne peut relever que du domaine privé de la commune. J'en reviens à la délibération donc, sur le principe de la vente du bien. Cette délibération doit être motivée au vu de l'avis du service des domaines, donc devenu France Domaine depuis 2008, quel que soit le montant de l'opération. L'exception de cet avis, c'est pour les communes de moins de 2000 habitants. Je précise que l'avis de France Domaine est simplement consultatif. Voilà. Alors, les exceptions à ce principe d'obligation de désaffectation et de déclassement concernent les ventes qui sont faites ou échanges entre personnes publiques. La loi de 2006 a permis donc de supprimer cette obligation. Deux conditions toutefois respectées. Le bien doit rester dans le domaine public et en cas d'échange entre personnes publiques, l'acte d'échange doit contenir des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public. Il existe également un déclassement possible par anticipation, donc avant la désaffectation. Ça ne concerne en fait que les opérations faites par l'État, ses établissements publics et ses hôpitaux. Ça ne concerne pas pour l'instant les collectivités locales, donc je passe sur ce point-là. Voilà, en conclusion, on peut dire que c'est surtout la notion déterminante d'affectation qui est importante, puisque c'est bien l'affectation du bien, c'est-à-dire à l'usage direct du public ou au service public, qui entraîne l'incorporation du bien dans le domaine public. Dès lors que cette affectation n'existe pas, on se retrouve dans le domaine privé. Voilà. C'était sur la notion donc, de domaine public, domaine privé. J'espère que ça a été clair. Voilà. Si jamais vous avez des questions, je vous invite peut-être à se voir après parce qu'on a beaucoup de choses à voir maintenant. Je vous invite à poser vos questions à l'issue de notre discours, si vous le voulez bien. Nous allons passer maintenant au transfert de compétences et de biens dans le cadre de l'intercommunalité. L'objectif des établissements publics de coopération intercommunale, par abréviation EPCI, est d'associer au sein d'un espace de solidarité plusieurs communes en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. L'idée est de mutualiser en fait, au maximum les compétences et les ressources. Ces EPCI détiennent obligatoirement certaines compétences. Et pour pouvoir exercer ces compétences, eh bien, la loi du 12 juillet 2009 a posé comme principe que le transfert de compétences entraîne le transfert à l'EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. Alors, le transfert de compétences, donc oui, évidemment, c'est entre une commune et un EPCI. Ce transfert de compétences avec pour corollaire le transfert des biens simplement en jouissance, ou plus rarement en pleine propriété, on va le voir, aura bien entendu des répercussions sur la capacité juridique des communes et de l'EPCI qu'il nous faut connaître. Alors le principe, le régime de droit commun, c'est que la mise à disposition des biens et équipements de service est faite de plein droit et à titre gratuit, ce qui conduit en fait à un démembrement de propriété entre la commune et l'établissement intercommunal. Le but en fait, de cette mise à disposition à titre gratuit a pour but essentiel de ne pas déposséder la commune de son droit de propriété, tout en offrant à l'EPCI bénéficiaire des droits réels importants sur les biens. Dès lors qu'il y a transfert de compétences, il y a mise à disposition à titre gratuit et de plein droit des biens. On ne peut pas déroger à ce principe-là. On ne peut pas verser il n'y a pas de négociation financière possible entre la commune et l'EPCI puisque ce serait illégal. Alors, cette mise à disposition des biens doit être constatée au moyen d'un procès-verbal établi contradictoirement sous forme de convention entre l'exécutif communal et le président de l'EPCI. Ce procès-verbal est un élément indispensable, préalable à la constatation comptable de la mise à disposition et doit être joint dans la mesure du possible à l'arrêté de création ou d'extension de périmètre ou d'extension de compétences de l'EPCI. Ce procès-verbal doit être publié aux hypothèques et il précise la consistance des biens, la situation juridique, l'état des lieux et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Alors quels sont les droits du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'EPCI lorsqu'il y a un transfert de compétences ? Eh bien, cet EPCI dispose de l'ensemble des droits réels sur le bien, c'est-à-dire qu'il va pouvoir percevoir tous les fruits et produits liés à l'utilisation du bien. Il va également bénéficier des droits liés aux autorisations privatives d'occupation du domaine public,
Il pourra agir en justice au lieu et place de la commune. Voilà, donc c'est une jouissance pleine et entière du bien mis à disposition. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est aliéner le bien, qui reste évidemment appartenir virtuellement à la commune. C'est elle qui en reste propriétaire. Voilà, le principe étant évidemment de protéger le principe d'inaliénabilité des biens qui appartiennent au domaine public et qui restent appartenir donc à la commune. Si le bien mis à disposition n'est plus utilisé par le PCI, s'il n'en a plus l'utilité parce que finalement il y a un changement de politique intercommunale, dans ces cas-là, il retournera obligatoirement dans le patrimoine de la commune. Maintenant, quelles sont les obligations? Parce qu'on a des droits, mais on a aussi des obligations dans ces cas-là. Le PCI est substitué donc à l'ancien titulaire de compétences eu égard aux contrats qui ont pu être conclus antérieurement. Donc, c'est-à-dire, ça peut couvrir les emprunts, les biens, les marchés publics, les délégations de services publics, de location, contrats d'assurance, etc. Le cocontractant ne dispose d'aucun droit à résiliation ou indemnisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu un transfert de compétences qui a été effectué au profit de l'EPCI que le cocontractant peut en profiter pour vouloir renégocier les contrats en cours. C'est possible, bien évidemment, de le faire, à condition que tout le monde soit d'accord, bien sûr, de faire un avenant. Et si jamais cette modification entraînait des modifications importantes sur des clauses substantielles, dans ces cas-là, eh bien, il faudrait lancer à nouveau une mise en concurrence qui serait obligatoire. La fin de ce régime de mise à disposition, comment ça se passe? Eh bien, le bien qui cesse d'être affecté à l'exercice de la compétence de l'EPCI retournera, on l'a vu, dans le patrimoine de la commune. Il existe 4 cas où ce bien est restitué à la commune. Le premier, c'est en cas de désaffectation du bien. Dans ces cas-là, lorsque le bien n'est plus utilisé par l'EPCI, eh bien, il est réintégré pour sa valeur nette comptable, augmenter les injonctions effectuées par l'EPCI. Également, tout ce qui est financement, emprunt afférent aux biens sont réintégrés dans la comptabilité de la commune. Voilà, donc le bien dans son ensemble en fait, est restitué, y compris les travaux de confortation et d'extension qui auraient pu être effectués. Deuxième cas mettant fin au régime de mise à disposition, c'est la réduction de compétences de l'EPCI, avec les mêmes conséquences. Ensuite, le retrait de la commune de l'EPCI. Dans ces cas-là, tous les biens qu'elle avait mis à disposition de l'EPCI lui sont restitués. Et enfin, dernier cas, c'est la dissolution tout simplement de l'EPCI. Voilà. Donc on a vu que le principe était une mise à disposition à titre gratuit des biens de la commune lors du transfert au profit de l'EPCI. Il y a quand même un régime d'exception où un transfert en pleine propriété, pour le coup, peut être admis. Alors déjà, il est obligatoire, il faut le savoir, lorsqu'une communauté urbaine est créée. Dans ces cas-là, il n'y a pas le choix. Tout est transféré de plein droit, en pleine propriété, à l'EPCI. Il y a d'abord une mise à disposition dans l'année de la création, qui sera suivie du droit de propriété transféré par accord amiable. Le transfert, en revanche, est facultatif dans 3 cas. Lors, premièrement, d'une création, lors d'un transfert en pleine propriété pour les ZAC, donc les zones d'aménagement concerté, et pour les zones d'activité économique. Voilà, dans ces cas-là, le principe est celui du transfert en pleine propriété, largement justifié par l'appartenance des biens au domaine privé des communes, qui, au demeurant, sont destinés à devenir en fait la propriété de personnes privées après aménagement de la zone en question. Voilà. Donc c'est bien la détermination de l'intérêt communautaire qui conditionne le transfert en pleine propriété des biens. Il est nécessaire avant tout d'évaluer l'intérêt de devenir propriétaire évidemment des biens en question ou d'en avoir juste la disposition au regard du projet intercommunal en se référant à des critères précis, c'est-à-dire il faut prendre en compte la situation des zones concernées, l'intérêt en termes de superficie, d'emplois créés, de développement futur, des possibilités d'extension des infrastructures ou de la nature des activités. Voilà, c'est un choix et non une obligation. Voilà, j'en ai terminé avec le transfert de compétences. Je passe la parole à mon confrère. Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être là. On se rencontre aujourd'hui pour évoquer à mon tour les droits de préemption. Alors les droits de préemption, bien sûr, qui relèvent des collectivités publiques, c'est une matière qui est extrêmement vaste.
extrêmement vaste. Elle nous prend quelques longs mois de cours quand on est à la fac de droit. Et on a décidé d'aborder ce sujet à la demande de la conférence du CELAC. Donc l'idée du propos, il est, en espérant ne pas être trop lourd ni trop contraignant pour vous, l'idée du propos est de se poser certaines questions que les collectivités publiques doivent aujourd'hui affronter compte tenu des contraintes qui sont les vôtres lorsque vous devez prendre des décisions quant à ces droits de préemption. Je vais essayer donc de parcourir la matière assez rapidement et succinctement sans trop vous ennuyer, mais j'espère avoir pris la mesure de ce qui était à même de vous intéresser. Aujourd'hui, on fait tous le même constat, celui de la prolifération des textes sur les droits de préemption, d'une multiplication de conflits entre ces droits et la difficulté qui est croissante de les mettre en œuvre. Donc celui qui va vous intéresser plus particulièrement est celui du droit de préemption des collectivités publiques et qui n'est pas nouveau. Néanmoins, ils connaissent une extension permanente de leur champ d'application, qu'il soit matériel ou géographique, et régis par le code de l'urbanisme en sont une parfaite illustration. Donc si on rappelle les règles de base et de principe, c'est que le code de l'urbanisme nous dit sont soumis aux droits de préemption, urbains et en ZAD, tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Ça en fait un nombre de conditions cumulatives. Sont également soumises à ces droits les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. Bon, c'est totalement imbuvable quand on regarde le texte. Alors, on va essayer de les prendre point par point. D'accord ? Le code prévoyait comme aujourd'hui un certain nombre d'exclusions pour le droit de préemption urbain. Voilà. À moins qu'il ne soit renforcé, tel que pour les lots de copropriété de plus de 10 ans qui étaient affectés à l'habitation ou à l'usage professionnel ou les immeubles achevés depuis moins de 10 ans. Donc les copropriétés. On va y revenir. Le droit de préemption initialement coordonné aux cessions de biens immobiliers avait été étendu aux droits portant sur un immeuble puis au domaine mobilier, les cessions de parts sociales. On commence par les droits qui portent sur ce qui est bâti, les immeubles ou non bâtis, ce qui est corporel. Lors du passage au DPU avec la loi de 85, le droit de préemption, tout comme le droit de préemption en zone d'aménagement différé, avait été étendu à la cession de droits indivis portant sur un immeuble. Sauf que lorsque cette opération ne pouvait plus être considérée comme une vente à titre onéreux, mais comme un partage en cas de cession au profit d'un indivisaire. Une opération de famille en soi. La loi Grenelle 2 de 2010 fait une extension. Elle s'applique également au droit de préemption des espaces naturels sensibles, mais dans le seul cas où le préempteur est le conservatoire du littoral. Bon, ça se complexifie encore une fois. Les droits de préemption d'urbanisme ont pourtant pas encore franchi la barrière, on va dire, de celle de la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préempter un usufruit qui serait consenti. Okay. Ils ont en revanche outrepassé les eaux relativement sereines de l'immobilier pour s'aventurer dans l'onde plus trouble du domaine mobilier. Le domaine mobilier, c'est quoi ? Ce sont les parts de SCI. Alors, l'objectif, il était d'éviter les contournements du droit de préemption par les cessions des parts de SCI porteuses d'immeubles. Voilà. Étaient tentés certains vendeurs de faire basculer leurs biens en société civile immobilière pour éviter ce droit de préemption des collectivités publiques. La loi ENL du 13 juillet 2006 a inclus dans le périmètre des DPU renforcé les cessions de la totalité des parts d'une SCI dont le patrimoine est constitué d'une unité foncière dont la cession directe par la SCI serait soumise à ce droit. C'est-à-dire la SCI a la volonté de céder un immeuble, là j'ai droit de préemption, et on l'a étendu à la cession des parts de la SCI afin que les collectivités publiques puissent également maîtriser ce type de bien. Ok. À la cession de la totalité des parts, on a succédé une nouvelle réforme, celle de la majorité des parts, avec la loi Boutin du 25 mars 2009. Puis, avec la loi Allure de 2014, la cession d'une minorité des parts à partir du moment où elle va conférer à celui qui achète la majorité des pouvoirs de décision, il y aura des PU. Ok ?
Au titre de la contagion, il faut noter qu'initialement soumises au seul DPU renforcé, les cessions de parts de SCI sont également assujetties au droit de préemption urbain simple et au droit de préemption dans les zones d'aménagement différé. On peut s'étendre également sur les cessions de baux commerciaux, de fonds ou de terrains commerciaux ou artisanaux. Les droits de préemption peuvent couvrir ce type de biens. Elle a été étendue par la loi de 2005 à la cession des fonds commerciaux et artisanaux et des baux commerciaux, à la faveur d'un nouveau droit de préemption qui s'appelle le droit de préemption commercial, qui s'exerce dans des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité qui peuvent être institués par les communes. Dans cette perspective, la loi LME du 4 août 2008 a soumis à ce même droit de préemption commerciale les cessions de terrains commerciaux définis comme les terrains portants ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m2, afin de permettre aux communes de contrôler les projets commerciaux qui échappaient à la législation sur l'urbanisme commercial. Initialement, le droit de préemption communal s'appliquait aux aliénations, donc aux ventes qui étaient volontaires. Ceci avait conduit la jurisprudence à écarter les ventes réalisées qui étaient réalisées dans le cadre des entreprises en difficulté, c'est-à-dire placées en redressement ou en liquidation judiciaire. La loi SRU a remédié à cette situation, voilà, et elle a redéfini la notion des biens préemptables et en limitant la mise à l'écart des droits de préemption d'urbanisme aux cessions qui devaient intervenir dans un plan de cession, entériné par le juge pour ne pas mettre en péril un ensemble économique et l'emploi qui lui était lié. Seules donc les cessions isolées des biens d'une entreprise en difficulté sont depuis soumises au droit de préemption. D'accord ? Si on morcelle l'entreprise, eh bien, il y a un droit de préemption qui profite aux certaines communes. Les droits de préemption sur les immeubles HLM, la loi de 85 les avait exclus, la loi Allure les a réintégrés, mais sous réserve des droits de préemption des locataires, voilà, qui priment le droit de préemption public, c'est un peu la seule exception. On a le cas des immeubles neufs en DPU simple, c'est-à-dire neufs pendant 10 ans à compter de leur achèvement. On va y revenir dans un moment puisque la loi Allure a ramené ce délai d'exclusion à 4 ans, sans le justifier particulièrement, et au prix d'une incohérence assez étonnante, s'agissant de la vente d'un lot de copropriété à usage d'habitation, puisque une cession échappe au droit de préemption simple pendant 4 ans à compter de l'achèvement. Je refais, je bâtis mon immeuble, il est neuf après la DAT, dans les 4 ans qui suivent, la commune ne peut pas préempter les lots. Ok. À partir de la 5e année, de la 4e année révolue, elle re-rentre dans le champ du droit de préemption de la commune. Voilà, pour y échapper de nouveau à compter du 10e anniversaire de la publication du règlement de copropriété. Je comprends que les communes qui ne sont pas équipées d'un service juridique d'urbanisme avec des professionnels puissent y perdre leur latin. À vrai dire, les notaires, on a recours assez fréquemment à nos bibles, à savoir le code de l'urbanisme. Je vais essayer de résumer, d'aller un peu plus vite pour pas complètement vous désintéresser. Au-delà de l'intérêt général des droits publics de la commune, les droits de préemption d'urbanisme ont été étendus à la protection des locataires en cas de vente d'immeubles d'habitation. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a une hiérarchie dans les droits de préemption et que vous allez à certains moments recevoir des notifications par souvent les mandataires des clients que sont les notaires, avec une explication en vous disant qu'il y a un locataire qui a été purgé en même temps que vous. Donc je vais y revenir sur cette hiérarchie dans un petit moment. L'idée, c'est que dans ces droits de préemption, ils viennent aller en concurrence d'une part avec le droit de priorité des communes, d'accord, qui résultait de la loi du 31 décembre 1975, lorsqu'un appartement est mis en vente après la mise en copropriété de l'immeuble, et d'autre part avec le droit de préemption que le Code de la construction et de l'habitation reconnaît aux communes en cas de vente sur saisie d'un immeuble constituant la résidence de personnes défavorisées pour assurer leur maintien dans les lieux. Bon, je vous passe le droit de subsidiaire qui existait lors de la cession d'un lot de copropriété au profit d'un acquéreur. Le locataire avait un droit de préemption. S'il ne l'exerçait pas, ce droit de préemption devait être notifié par la suite aux mairies qui nous disaient « mais pourquoi est-ce que vous m'écrivez alors que vous l'avez déjà fait dans le cadre de la vente de la cession globale ?» Bon, le Conseil d'État
pas le Conseil d'État, excusez-moi, le Conseil constitutionnel a déclaré que c'était une disproportion et a annulé cette disposition. Au moins, ça vient simplifier un peu notre travail et puis celui de vos collaborateurs de mairie. Au-delà des droits de préemption publics, on a une prolifération des droits de préemption dits privés. Alors, ceux-là sont moins votre problématique, je vais les passer très succinctement. Le premier d'entre eux, il était celui de la loi de 75, c'était pour protéger les locataires et occupants. D'accord ? C'était une priorité d'acquisition à l'occasion de la première vente d'un immeuble qui n'avait pas encore été divisé. Et désormais la subdivision d'un immeuble initialement individuel. Dans le discours officiel, l'idée était de contrecarrer les pratiques de certains promoteurs et marchands de biens qui, dans le cadre d'opérations de réhabilitation d'immeubles entiers suivies de ventes par lot, pouvaient avoir tendance à inciter très énergiquement les locataires, parfois des personnes âgées, à quitter les lieux. La vraie visée du dispositif, elle aurait surtout été fiscale. Le législateur était soucieux de dissuader les dessous de table dont le vendeur ne prendrait plus le risque, dès lors qu'un locataire peut décider de préempter à un prix facialement qui lui est notifié. Bien entendu, comme vous le savez, les dessous de table n'ont jamais existé et n'existent plus. Plus sérieusement, ils sont de plus en plus rares, et heureusement. Le deuxième droit de préemption en matière de logement répond à une autre préoccupation puisqu'il joue à l'issue du contrat de bail. Alors ça c'est encore plus compliqué pour les notaires et les professionnels de l'immobilier. D'accord ? Le propriétaire motive son congé par le désir de vendre son bien. D'accord ? Et là, le locataire, lui, est prioritaire dans son achat. Le troisième droit de préemption du locataire, il est dit de loi Aurillac, qui date de juin 2006, qui avait été voté suite au nombre de découpes croissants des logements. C'est-à-dire, on disait, à partir du moment où vous divisez un immeuble, le locataire est désormais prioritaire au moment de la division initiale, avant même d'avoir envisagé de vendre. D'accord ? Ensuite, on a le droit de préemption du locataire commercial. D'accord ? Et ce qui va nous intéresser un peu plus pour vous aujourd'hui, c'est ces conflits entre droits de préemption. C'est à croire que le législateur s'en donne à cœur joie. Quand il ne crée pas de nouveaux droits de préemption, il est occupé à étendre le domaine de ceux qui existent déjà. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Tous les biens, ou presque, sont potentiellement soumis à un droit de préemption, que ce soit du locataire d'habitation au terrain agricole, en passant par les parcelles boisées et les lots de parking. Si en théorie, chacun de ces droits est doté d'un domaine propre, les choses sont souvent plus complexes. Soit qu'un même droit profite simultanément à plusieurs personnes, soit qu'un même bien envisagé sous des qualifications différentes tombe dans le champ de plusieurs droits de préemption. Le législateur prend parfois le soin d'en établir une hiérarchie entre eux, mais ces efforts demeurent incomplets. Et parmi les conflits que la loi ne permet pas d'éviter, tous n'ont pas de solution assurée. Alors, le principe général, toutefois, c'est celui de la primauté du droit de préemption public, d'accord, qui procède à la défense d'un intérêt public sur les droits qui ont vocation à préserver un intérêt privé. Règle à reconnaître, la SAFER. La SAFER ne passera qu'après le domaine public puisqu'elle est une société de droit privé. La hiérarchie qui est instaurée par les textes, c'est la suivante. 1. Le droit de préemption qui bénéficie à l'État, aux collectivités publiques, aux établissements publics qui s'appliquent, DPU, etc. Sauf le droit de préemption qu'on appelle le co-indivisaire, c'est-à-dire en famille. J'ai reçu par succession un bien avec ma sœur, j'entends le céder, ma sœur est prioritaire. Là, le droit de préemption, par exception, ne sera pas en numéro 1. On a ensuite en numéro 2 le droit de préemption du preneur rural, d'accord, ou celui du locataire pour les biens à usage d'habitation. Et en 3, on aura le droit de préemption de la SAFER qui vient le pauvre en dernier. La problématique d'un droit de préemption, c'est de concilier celui-ci et les garanties qui sont accordées aux personnes privées, c'est-à-dire le vendeur et à l'acquéreur qui sont évincés. D'accord ? On va voir que la loi ALUR a permis et donné des outils aux collectivités publiques de pouvoir un peu mieux garantir
les motivations de leur intention de préempter. C'est ce qui m'amène donc au contrôle de la motivation des droits de préemption, puisque c'est la première source de contentieux qui va exister entre celui qui a été préempté, le vendeur, ou celui qui a perdu sa chance d'acheter, l'acquéreur, et les collectivités publiques. Les avocats se ruent là-dessus, bien entendu. Au terme du Code de l'urbanisme, article L210-1, les droits de préemption institués, c'est-à-dire essentiellement le droit de préemption urbain, sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant à l'article L300-1. La jurisprudence décide que pour qu'une décision de préemption soit légale et donc pour que la condition relative à ces motifs soit remplie, il ne suffit pas qu'elle ait pour objet la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant à l'un des objectifs qui sont fixés par le Code, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une politique urbaine, une politique locale de l'habitat, la réalisation d'établissements publics, c'est plus suffisant. Désormais, et c'est essentiel, d'accord, pour éviter que le droit de préemption soit utilisé pour autre chose que pour ce pourquoi il a été créé, il en faut plus. Il faut que la réalité du projet ressorte des pièces du dossier, alors même qu'il ne serait pas encore précisément défini au plan administratif ou technique. Aujourd'hui, les communes doivent motiver la raison pour laquelle elles préemptent. Ça va encore plus loin. Pour qu'une décision soit prise au titre du DPU, d'accord, il faut que le projet d'action ou d'opération d'aménagement pour lequel la décision est prise ne soit pas hypothétique, mais qu'il existe réellement. Alors, quel est le sens de la motivation pour la jurisprudence et les auteurs ? Elle ne se réduit pas à des considérations abstraites, tirées de la loi elle-même ou à une formulation très sommaire. Elle doit faire clairement apparaître la nature du projet, c'est-à-dire en quoi il consiste concrètement. Pour donner 2 exemples, est insuffisamment motivée une décision qui se borne à indiquer qu'elle intervient en vue de l'aménagement d'un secteur, sans aucunement faire apparaître la nature du projet poursuivi. D'accord ? En revanche, une décision de préemption le sera suffisamment si elle prend pour base de la décision qui indique non seulement que le droit de préemption urbain était exercé en vue de la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat poursuivant une objectivité de mixité sociale, mais aussi puisqu'à la fin, il serait procédé à la réalisation après rénovation de la création de logements sociaux. En l'occurrence, c'était 45. Donc, on doit doubler cette motivation. Le fondement légal pour lequel on exerce son droit de préemption et l'objectif qui sera réalisé. C'est une difficulté qui est ajoutée pour les collectivités publiques. Beaucoup de collectivités de services juridiques ne sont pas suffisamment étoffées pour pouvoir être parfaitement au fait des exigences de la jurisprudence en la matière, qui explique qu'il arrive fréquemment, bien qu'une décision de préemption repose sur un motif qui est parfaitement légal, d'accord, puisque le motif pour lequel elle avait été prise fait partie des motifs qui permettent de prendre une décision de préemption, elle soit malgré tout irrégulière, d'accord, et faute de faire apparaître la nature du projet. Donc attention pour les vices de forme et d'entacher d'illégalité les décisions de préemption. Ça va m'amener dans quelques instants, si je ne vous ennuie pas encore trop, à vous parler de pure procédure, si c'est à même de vous intéresser. Puisque dans les sollicitations qui ont été les nôtres, on nous avait fait part, de la part des collectivités publiques, de la difficulté de devoir suivre une procédure extrêmement définie qui fait l'objet d'énormément de contentieux lors des prises de décision de préemption. Le caractère défectueux de la motivation d'une décision de préemption est toujours constitutif d'une illégalité qui, en cas de recours, entraîne automatiquement l'annulation de la décision qui est entachée. Dit autrement, en l'état actuel de la jurisprudence et du droit, le vice de forme, constitué pour le non-respect de l'obligation de motivation d'une décision de préemption, ne fait pas partie des irrégularités qui peuvent, en cas de recours, ne pas entraîner l'annulation de la décision. Elle sera annulée quoi qu'il arrive. Alors, la procédure de préemption elle-même, elle débute par une formalité qui incombe à tous les propriétaires qui décident vendre un bien. Ça, c'est la base, c'est revenir au principe, à savoir l'envoi au maire de la commune d'une déclaration d'intention d'aliéner, la fameuse DIA.
établi habituellement par le notaire du vendeur, puisque les notaires ont souvent le rôle du mandataire. Le titulaire du droit de préemption dispose alors d'un délai de 2 mois pour notifier soit son refus d'acquérir l'immeuble, soit son acquisition au prix indiqué dans la DIA, soit son offre d'acquérir à un autre prix. La déclaration d'intention d'aliéner, elle doit toujours intervenir avant la vente. Elle ne peut pas intervenir avant la renonciation expresse ou implicite du titulaire du droit de préemption. Le dépôt de la DIA. Toute aliénation entrant dans le champ d'application du droit de préemption est subordonnée à peine de nullité, c'est-à-dire l'annulation de la vente pendant 5 ans, à l'envoi par soit pli avec courrier recommandé avec accusé de réception ou dépôt contre décharge auprès de vos services, d'accord, en 4 exemplaires à la mairie d'une déclaration d'intention d'aliéner. À compter du 7 novembre 2018, elle pourra être souscrite par mail. Donc les communes vont devoir se mettre à jour aussi pour la réception de ces données-là et le contrôle avec les agents de mairie. Le contenu de la DIA. On a un modèle qui a été fixé par le Code de l'urbanisme. C'est un formulaire CERFA qui est le numéro 10072. Il n'est pas obligatoire. Elle peut être établie sur papier libre. Rares sont ceux qui le font, mais ça pourrait être le cas. Aucune disposition légale n'interdit de compléter ce modèle par une annexe, un plan de situation ou un plan de masse. Elle comporte toutefois des indications qui sont obligatoires, cette DIA, cette notification de l'offre de préemption. Elle comporte l'indication du prix et des conditions de la vente projetée, d'accord, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations qui sont dues au titre du code de l'environnement, c'est-à-dire si on a une existence d'une installation classée, ce genre de choses, si on est en copropriété, d'accord, si c'est une opération de requalification. Et l'auteur de la DIA doit mentionner l'indication du droit offert qui est en contrepartie dans les cas d'adjudication amiable. Ça, c'est moins intéressant. Ok. Sauf cas de fraude, les vices qui affectent une DIA ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de la décision de préemption. On a vu certains vices de forme. Une DIA qui n'était pas signée, eh bien, la volonté de la collectivité publique de préempter s'applique quand même. Ok. C'est juste pour l'exemple. Le formulaire de DIA prévoit une description juridique du bien indiquant l'usage de celui-ci, soit l'habitation, le professionnel, le commercial, les modalités d'occupation, si c'est un propriétaire qui l'occupe, ou un locataire, ainsi que les droits réels et personnels dont il est grevé, à savoir les servitudes ou si le bien est hypothéqué. L'indication de l'acquéreur n'est pas du tout obligatoire, c'est parfaitement éventuel. Hein. Il n'y a pas d'obligation à ce sujet. On y arrive à un point qui a été assez débattu par les auteurs, mais qui constitue un avantage important pour la commune qui, dans son conseil municipal, n'a pas eu le temps de prendre sa décision. C'est par exemple la possibilité qu'a la commune de faire une demande de complément d'information. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de 2 mois, adresser au propriétaire une demande unique de communication de documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société qui vend. Le bénéficiaire du droit de préemption pourra obtenir des extraits de l'avant-contrat et une demande de renseignements complémentaires. Vous pouvez solliciter le diagnostic technique, les plans, l'amiante, les thermiques, l'électricité, l'information relative à un sinistre qui aurait été couvert ou non par une assurance. D'accord. Le diagnostic technique global, clos, couvert, conduite, canalisation et tout ce qui va avec. La superficie de la partie privative du lot de copropriété, les extraits de l'avant-contrat, les statuts de la SI et j'en passe. La mairie peut également demander à visiter le bien, puisque vous avez peut-être connaissance de l'aspect extérieur de l'immeuble, mais pas forcément de son état intérieur. Donc la demande, elle doit être formulée par écrit, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception, soit acte d'huissier ou dépôt contre décharge, ou à venir par voie électronique. Le vendeur a la possibilité d'accéder à cette demande de visite ou de la refuser. D'accord ? Le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption et qui a déposé une DIA peut unilatéralement rétracter son offre de vente tant qu'elle n'a pas été acceptée par le titulaire du droit. Okay ? Si la commune a décidé de préempter,
Le vendeur pourra renoncer à son intention de vente, mais ça prendra une autre forme et une autre procédure. Des réceptions de la DIA, le maire en accuse réception. Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de celle-ci au responsable départemental ou régional des services fiscaux, dès lors que le prix figurant sur la DIA excède 80 000 euros. D'accord ? L'avis doit être rendu dans le mois de la demande. En l'absence de réponse, le titulaire du droit de préemption peut procéder librement à l'acquisition. Si la commune envisage d'acquérir en retenant un prix supérieur à l'évaluation domaniale, le conseil municipal doit au préalable prendre une décision qui doit être délibération motivée. Le titulaire donc dispose d'un délai de 2 mois pour prendre une décision et la notifier à un propriétaire. Le délai est porté à 3 mois dans les ZAD dits du Grand Paris, donc on n'est pas concerné. Dès lors que le titulaire du droit de préemption a demandé à visiter le bien, le délai de réponse de la DIA est suspendu et il reprend son cours pour la durée restante à compter de la visite ou du refus express ou tacite de visite par le vendeur. Si le délai restant à courir est inférieur à 1 mois, le titulaire du droit de préemption dispose néanmoins d'1 mois supplémentaire pour se prononcer. Okay. Il faut faire très attention sur certains éléments. J'ai eu à connaître il y a peu une mairie qui nous a manifesté par un courrier je tiens à apporter à votre connaissance la volonté de la mairie de préempter. Eh bien, le vendeur n'a pas donné suite à cette volonté de préemption de la part de la mairie. On a eu confirmation par notre service d'information et de recherche. Quand la mairie nous adresse, même par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre nous indiquant qu'elle souhaite préempter le bien, c'est interprété comme une lettre d'intention et non pas une déclaration de préemption ni une offre d'achat à un prix inférieur. Pour qu'une décision de préempter soit interprétée comme telle, il faut que le courrier mentionne avec précision le numéro de référence de la décision prise par la mairie ou l'active collectivité publique, ainsi que la date de la prise de décision. Le mieux, le plus simple, c'est d'annexer à la volonté de préempter le procès-verbal de la délibération en conseil municipal qui a décidé de préempter. La renonciation à l'exercice du droit de préemption, sans attendre l'expiration du délai de 2 mois, le bénéficiaire peut y renoncer à tout moment par décision expresse, dûment notifiée au propriétaire. La renonciation est aussi tacite puisque le silence pendant les 2 mois vaut renonciation à l'exercice de ce droit. La renonciation du bénéficiaire ne peut, une fois qu'elle a été délivrée, être retirée. On ne peut pas revenir sur sa décision de renoncement. Et le propriétaire peut alors vendre librement pendant un délai de 3 ans, même s'il change d'acquéreur. Pendant les 3 ans qui suivent cette renonciation, jour pour jour, il pourra trouver un acquéreur au même prix, charges et conditions. Ce même prix qui pourra être réévalué en fonction de l'indice du coût de la construction. Et on ne pourra pas lui opposer. La décision, la dernière qui nous reste, c'est la décision, la volonté de préempter. Si elle a décidé d'acquérir, le titulaire du droit de préemption, après qu'il a saisi les services fiscaux, doit notifier au propriétaire et au notaire, le cas échéant, puisque c'est son mandataire la plupart du temps, son intention d'acquérir le bien dans le délai de 2 mois. Cette notification peut être faite par courrier recommandé, voie électronique, acte d'huissier ou dépôt contre décharge. C'est toujours le même formalisme. C'est la date de remise effective du pli à son destinataire qui compte et non celle de la présentation de la lettre à son domicile. La Cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'une décision trop tardive n'entraîne pas préemption et le vendeur est libre de pouvoir vendre. L'administration peut faire une contre-proposition. Dès lors que le titulaire du droit de préemption n'accepte pas d'acquérir au prix, charges et conditions proposées, qu'il a formulé sa propre offre d'acquérir, le propriétaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception pour lui notifier soit qu'il accepte le prix et les modalités, soit qu'il maintient le prix ou l'estimation qui figurait dans la DIA et accepte en conséquence que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation et qu'il reprend son bien. S'il reste silencieux, il reprend son bien. Il a renoncé à vendre. Accord sur le prix,
C'est relativement simple. L'acte authentique doit être dressé dans un délai de 3 mois à compter de l'accord. Ok. Si on n'est pas d'accord sur le prix et que celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation, à défaut d'accord amiable, le titulaire du droit de préemption peut soit renoncer expressément à exercer ce droit-là, soit dans le délai de 15 jours à compter de la réception et de la réponse du propriétaire, saisir le juge de l'expropriation et le faire savoir au propriétaire. Dans un délai de 3 mois à compter de cette saisine du juge, le titulaire du droit de préemption doit alors consigner une somme égale à 15% de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques, à savoir les domaines, et à notifier le récépissé de cette consignation au juge et au propriétaire. À défaut, il est réputé avoir renoncé à son acquisition. Je comprends que ça fasse beaucoup pour certaines communes. La saisine du juge n'interdit pas au titulaire du droit de préemption de renoncer par la suite à exercer à son droit. Toute renonciation du titulaire intervenant avant la fixation judiciaire du prix a pour conséquence de permettre au propriétaire de vendre librement. Je vais passer un peu rapidement parce que malheureusement je vous ai pris beaucoup trop de temps déjà. Je vais peut-être m'arrêter sur 2 tout petits points minuscules que j'aurais, si ça vous intéresse, aimé pouvoir développer un peu plus longuement. Ils concernent les autorisations d'urbanisme. Aujourd'hui, pareil, nos collectivités publiques sont noyées sous les différents types d'opérations d'urbanisme sur les bâtiments existants. Alors, les travaux qui sont dispensés de toute formalité, très rapidement, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaire, les terrasses de plein pied, les travaux de ravalement, sauf si, par délibération, la commune a décidé de les soumettre à déclaration préalable. Et les travaux de création ou de transformation d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure à 5 mètres carrés. Là, on est dans absence d'autorisation d'urbanisme. Les travaux qui sont soumis à PC, permis de construire ou à déclaration préalable, mais quand les surfaces de plancher ou les emprises au sol excèdent ces tailles-là, les travaux qui ont pour objet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, les travaux de plus de 5 mètres carrés surface close et couverte, d'accord, non comprise dans la surface de plancher de la construction, c'est la transformation du garage, de la voiture en chambre, la cuisine, et les travaux qui ont pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural. Les changements de destination avec ou sans travaux. On a, par le code de l'urbanisme, fixé 5 grandes destinations. Les exploitations agricoles et forestières, l'habitation, les commerces et activités de services, les équipements d'intérêt collectif et les services publics, et les activités de secteur secondaire ou tertiaire. Le fait d'avoir un local qui donc passe de l'une à l'autre de ces destinations avec ou sans travaux constitue un changement de destination qui est soumis à déclaration préalable. Toutefois, un permis de construire est exigé lorsque l'immeuble fait l'objet de travaux qui ont pour objet de modifier des structures porteuses ou la façade du bâtiment. Cette matière est extrêmement vaste sur les lotissements, les permis d'aménager. Il y a un souci sur lequel que rencontrent beaucoup les notaires actuellement, c'est la difficulté pour nous de s'assurer de la conformité et de l'achèvement d'un bâtiment. On est amené à faire des ventes tous les jours pour lesquelles nos clients ont obtenu des autorisations d'urbanisme. Pour ces autorisations d'urbanisme, à l'issue desquelles ils doivent déposer une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Donc le dépôt constitue une formalité qui est obligatoire, elle est souvent faite tardivement, peu importe, on la fait faire à nos clients. On rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir obtenir dans un délai raisonnable le recollement de ces travaux pour nous permettre, nous, de garantir à notre acquéreur l'attestation de non-contestation à la conformité des travaux. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu pitié des pauvres petits notaires que nous sommes, si vous aviez l'amabilité, voilà, autour de vous, de nous permettre de pouvoir confirmer à nos clients soit la présence d'une opposition, surtout que l'attestation de non-contestation à la conformité n'entraîne en rien
une présomption de conformité qui serait délivrée par la commune. C'est-à-dire que la commune pourrait toujours, à tout moment, dire et revenir sur le terrain en disant mais cette construction n'a pas été faite conformément puisqu'elle a son délai, d'accord, de sanction pénale et son délai de sanction administrative qui est de 10 ans. Mais elle nous permet de dire au moins aux acquéreurs, voilà, pour le moment, il n'y a pas eu d'opposition à la conformité. Je vous remercie, je repasse le micro à ma conseillère. Merci. Alors, nous souhaitions également évoquer un autre point. Vous parlez des clauses antispéculatives. Parce que vous pouvez tout à fait insérer ce genre de clause, on va le voir, hein, dans quelle mesure vous pouvez le faire, dans notamment les lotissements communaux que vous pouvez faire ou autres. Alors, un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 a admis le contrôle par la commune ayant réalisé un lotissement communal du prix de revente des lots par les acquéreurs pendant une durée de 20 ans. Ce contrat prévoyait un pacte de préférence au profit de la commune en cas de revente par les acquéreurs dans les 20 ans pour le prix d'acquisition du terrain, augmenté du prix de revient des constructions avec une indexation là aussi sur le coût de la construction. Alors on sait que dans le cadre d'une politique sociale d'accès à la propriété des ménages aux revenus modestes, les communes proposent aujourd'hui fréquemment des biens immobiliers à des prix inférieurs au marché. Et pour éviter que les acquéreurs ne détournent ces acquisitions à des fins spéculatives, des clauses contractuelles dites antispéculatives viennent limiter la liberté du propriétaire sur son bien. Puisque ce qui est en jeu ici, c'est la protection des deniers publics. L'objet de ces clauses est clair, il s'agit d'éviter le détournement d'une politique publique d'aide au logement. Alors, pour autant, si le but est louable et l'interventionnisme des communes en matière de logement tout à fait légitime, il n'en demeure pas moins que de telles clauses doivent, pour être légales, être compatibles avec le sacro-saint principe du droit de la propriété privée et avec le principe de la liberté contractuelle. Alors, il s'agit en effet de clauses souvent incluses, comme je vous le disais, dans le cahier des charges des lotissements et qui sont reprises en tant que telles dans nos actes de vente. Certaines sont restrictives au droit de disposer, d'autres ont pour but de limiter l'usage du bien, d'autres encore sont relatives au prix de revente. Alors, s'agissant des clauses limitatives au droit de disposer, on peut se poser la question si on peut interdire à l'acquéreur de revendre le bien pendant un délai déterminé. Il s'agit là de clauses d'inaliénabilité. La réponse est affirmative. C'est-à-dire que la loi jusqu'à présent consacrait en matière de libéralité ce principe, mais ces clauses d'inaliénabilité ont été admises par la jurisprudence dans les actes également à titre onéreux, à une double condition toutefois. La première, c'est que la clause doit être limitée dans le temps, et d'autre part, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Il faut noter que ces clauses sont dans ce cas-là opposables aux créanciers et rendent le bien insaisissable. Donc on peut trouver ces clauses d'inaliénabilité à ces deux conditions. On peut également trouver des clauses d'agrément, c'est-à-dire peut-on subordonner le choix d'un sous-acquéreur à l'agrément de la commune. Ces clauses d'agrément constituent, à n'en pas douter, un droit, une restriction au droit de disposer et donc au droit de propriété. La commune ne peut donc imposer de clause d'agrément des acquéreurs s'il s'agit d'un lotissement communal, ni imposer aux lotisseurs ou aux promoteurs de revendre à des acquéreurs agréés par elle. En revanche, la commune qui réalise elle-même un lotissement en régie directe et commercialise donc elle-même les lots peut, au vu d'un intérêt communal dûment justifié, réserver l'acquisition à des catégories d'acquéreurs objectivement et préalablement définies. Ainsi, la Cour d'appel de Nantes, dans un arrêt du 30 juin 2000, a considéré que le fait de consentir un prix de vente préférentiel lors de l'achat d'un terrain dans un lotissement communal à de jeunes ménages est l'expression d'une mesure d'intérêt général dont la commune a la charge et ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité de traitement des citoyens. Mais il faut faire attention à la rédaction de ces clauses puisque, encore une fois, elle doit être dans tous les cas circonstanciée et prudente puisque les risques de remise en cause de leur validité n'est pas aujourd'hui exclu. On peut également trouver des clauses ayant pour l'objet de limiter l'usage du bien. Alors peut-on imposer par exemple à l'acquéreur de construire un immeuble dans un délai déterminé? La réponse est également affirmative. C'est une obligation de faire et la sanction, quand une obligation de faire n'est pas respectée, consiste en des dommages et intérêts. Cette obligation de construire dans un délai déterminé ou d'aménager un bien vendu
n'altère pas de manière essentielle la liberté de l'acquéreur. Peut-on également imposer à l'acquéreur d'utiliser le bien acquis à titre de résidence principale? Alors, eu égard à la finalité de l'opération, c'est tout à fait envisageable. Cette obligation est distincte de l'obligation d'habiter personnellement le bien, qui, elle, en revanche, ne saurait être prescrite. Enfin, les clauses relatives au prix de revente. En droit civil, une clause fichant le prix de revente au prix de vente réévalué en fonction d'un indice ou d'une formule n'apparaît pas envisageable. L'agrément préalable du prix de revente par la commune n'est donc pas non plus concevable. De telles clauses sont en effet incompatibles avec le principe de la libre disposition des biens et avec le principe de la libre circulation des biens. Pour autant, le recours à la clause exorbitante de droit commun propre au droit administratif pourrait valider de telles clauses. Il y a un arrêt qui avait été rendu par la Cour de cassation le 18 novembre 1992 qui avait admis ce principe. Il n'y a pas eu d'arrêt qui a réitéré ce principe depuis, mais il semblerait que ça soit admis. L'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure du 23 septembre 2009 a admis un tel contrôle par la commune du prix de revente, mais via la technique du pacte de préférence. En effet, dans cette affaire, la Cour a considéré que la stipulation avait été librement convenue et que la durée de validité de la clause, 20 ans, n'était pas excessive. Alors, si la Cour fait sienne l'argumentation des juges du fond qui admettent la légitimité de la clause antispéculative dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le décrochage des possibilités financières de la plupart des ménages modestes par rapport à l'envolée des prix immobiliers, ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, en soulignant donc que les acquéreurs du lot en question avaient eux-mêmes bénéficié de la possibilité d'accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière. À l'heure où les collectivités locales accompagnent financièrement les accédants à la propriété sous des formes très variées, cette jurisprudence devrait permettre d'éviter que des personnes bénéficiant d'aides publiques ne se comportent en spéculateurs lors de la revente. On retiendra donc que les clauses d'inaliénabilité temporaire et justifiée, certaines obligations de faire et le pacte de préférence peuvent donc être utilisées. Toutes ces clauses portant atteinte aux caractéristiques essentielles du droit de la propriété, toutes les clauses qui portent atteinte aux caractéristiques essentielles du droit de propriété doivent être proscrites. Voilà pour ces clauses anti-spéculatives. Nous souhaitions aborder enfin un dernier point concernant la responsabilité pénale des collectivités locales et des élus, puisque ça aussi c'est un sujet qui donne lieu à beaucoup de jurisprudence. Il faut savoir que la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ne peut être engagée que si l'activité du service public concerné avait été déléguée. Donc il faut vérifier à chaque fois si l'activité était délégable ou non. Pour petit rappel, dans les activités délégables par une commune, on trouve le transport en commun ou scolaire, les cantines scolaires, la gestion des fourrières, les poubelles, parc des expositions, l'exploitation d'un théâtre et les traitements des eaux. Voilà, toutes ces activités sont délégables. Depuis la loi du 9 mars 2004, un principe a été posé qui est celui de la responsabilité générale des personnes morales. Toutes les incriminations peuvent voir la responsabilité pénale des personnes morales engagées depuis cette loi. Alors, il existe plusieurs types d'infractions. On trouve deux sortes de délits. Des délits non intentionnels, donc une faute qui n'est pas intentionnelle, et des délits intentionnels, où là, l'élément moral est très important. Il faut une faute intentionnelle. S'agissant des délits non intentionnels, ils sont définis par l'article 121-3 du Code pénal. La loi Fauchon du 10 juillet 2000 a modifié la responsabilité pénale des élus locaux pour rendre plus difficiles les conditions de mise en jeu de leur responsabilité pénale. Dans les délits non intentionnels, on en trouve deux sortes. La première, c'est la faute d'imprudence. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la maladresse, l'inattention, le défaut de précaution, la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Et on trouve aussi la faute de mise en danger délibérée, qui est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est le cas par exemple d'un immeuble devenu insalubre pour lequel le maire a été informé et n'a pris aucune mesure de sécurité. Dans ces cas-là, sa responsabilité pourrait être engagée.
La loi Fauchon du 10 juillet 2000 s'applique uniquement aux personnes physiques et distingue l'auteur direct de l'auteur indirect. Voilà, l'auteur direct, c'est celui qui a causé directement la chose. C'est la faute d'imprudence. La responsabilité là peut être engagée. Et l'auteur indirect, c'est celui qui a créé ou contribué à créer la situation et qui a permis la réalisation du dommage, comme par exemple tout à l'heure dans notre cas de l'immeuble insalubre. Voilà. Donc deux seules fautes pourraient engager la responsabilité de l'élu, c'est-à-dire la faute de mise en danger et la faute caractérisée. Voilà. S'agissant des délits intentionnels, alors je vais juste vous lister les principaux qui donnent lieu évidemment à toutes les recherches de responsabilité, très fréquemment en tout cas. On a le délit de discrimination, cité par l'article 432-7 du Code pénal. La discrimination, c'est le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ou une entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie. On trouve aussi le délit de corruption, l'article 432-11 du Code pénal. C'est le fait d'accepter un don, une promesse, des offres pour faciliter certaines opérations, par exemple obtenir une autorisation d'urbanisme. On trouve également le délit de prise illégale d'intérêt, article 432-12 du Code pénal, qui est le fait d'avoir un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont la personne a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Il existe une exception sur ce délit pour les communes de moins de 3500 habitants qui ont la possibilité, alors pour les maires notamment, donc ont possibilité de faire des acquisitions mobilières ou immobilières ou fourniture de services dans la limite de 16 000 €. Également pour les acquisitions d'une parcelle de lotissement communal pour y édifier son habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Et dans ces cas-là, il faut bien sûr une autorisation du conseil municipal avec l'estimation des domaines. Et enfin, troisième exception pour ces communes de moins de 3500 habitants, c'est l'acquisition d'un bien communal pour la création ou le développement de son activité professionnelle. Voilà, et là encore, il faudra l'avis de France Domaine et la délibération du conseil municipal. Dans ces cas-là, il est important que l'intéressé s'abstienne absolument de participer à la délibération du conseil municipal. Si le maire souhaite acquérir, ou un élu, un bien pour exercer son activité professionnelle, on en revient aux notions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faudra désaffecter, bien sûr, le bien, le déclasser, et il faudra obtenir la délibération par laquelle il existe l'obligation d'affecter le bien acquis à l'activité professionnelle prévue, et bien sûr reprendre cette obligation dans l'acte notarié. Voilà pour le délit de prise illégale d'intérêt. On trouve ensuite le délit de favoritisme, article 432-13 du Code pénal. C'est le fait par un fonctionnaire ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de conclure des contrats avec une entreprise privée ou formuler un avis sur ces contrats, de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée, et enfin de prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises. Tout ceci avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ses fonctions. Voilà, donc quand il arrête ses fonctions, eh bien, pendant 3 ans, il doit s'abstenir de se retrouver dans l'un des cas que je viens de citer. Donc l'élu local doit être très vigilant avec ce délai de 3 ans. Nous avons ensuite le délai d'octroi d'avantages injustifiés, article 432-14 du Code pénal, qui est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public ou chargée d'une mission de service public, de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions ayant pour objet de garantir l'égalité et la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Alors il existe tout un tas de faisceaux de présomption quand le maire, par exemple, influence la commission d'appel d'offres, même s'il ne participe pas physiquement au vote. Il faut savoir que les contrats de partenariat sont exclus du champ d'application de ce délit, donc il suffit de recourir à ce contrat pour échapper à ce délit, mais vous savez que le contrat de partenariat s'applique quand même pour des opérations très lourdes, donc c'est quand même assez rare. Dernier délit, c'est l'abus de confiance, qui est le fait de détourner au profit du personnel communal, au profit de personnes privées. C'est par exemple le cas de la femme de ménage de la mairie qui va également faire le ménage chez le maire, mais qui est payée par la commune.
dans ce cas, la responsabilité pénale de la commune ne peut être engagée car le maire n'agit pas pour le compte de la personne publique, mais bien pour son compte à lui, personne privée. Là, en conclusion, on peut dire que pour engager la responsabilité pénale d'une commune, il faut, pour les incriminations en tout cas intentionnelles, prouver que l'infraction a été réalisée pour le compte de la personne morale et non dans l'intérêt personnel du maire. Et cette infraction doit avoir été réalisée par les organes ou représentants de la personne morale, c'est-à-dire les maires, les élus locaux, etc. Sachant qu'il n'y a aucune distinction qui est faite entre les organes de contrôle ou de gestion et que par représentant, on entend titulaire d'une délégation de pouvoir. Si les pouvoirs de la commune ont été délégués à un organisme privé, eh bien là, c'est la personne privée qui devient responsable pénalement. Et il y aura donc une exonération totale de la responsabilité de la commune. Mais il faut savoir que le cumul des responsabilités est possible. Voilà, on a balayé différents sujets. On aurait aimé développer davantage les choses, mais c'est déjà assez lourd pour vous d'intégrer tout ce qu'on vient de vous raconter. Si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. Je pense que on vous écoute. Des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Non ? Bon, sachez qu'en tout cas, on reste à votre disposition. Hein. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas. Bonne journée Je vous remercie de votre attention. Merci.